Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo la partie B du DS2 qui traite du Millennium Bridge. Donc ce pont à Londres a eu un problème, c'est qu'il avait des fréquences de résonance qui correspondaient à la marche des passants, ce qui fait que il se mettait en fait à osciller avec des oscillations vraiment importantes. Et ça, c'est quand même embêtant pour juste une passerelle. Et donc, il a dû être fermé 3 jours après son inauguration pour qu'il y ait des travaux. Ils ont installé des amortisseurs hydrauliques, voilà, c'est marqué ici, pour empêcher que ces oscillations soient trop importantes. Il y a un exemple fameux, c'est le pont du détroit de Tacoma en Angleterre. Ce pont s'est tout simplement écroulé, hein. Peu après son inauguration, en fait, pendant plusieurs jours, il y a eu un vent constant au niveau du pont qui s'est mis à osciller et de plus en plus fort, hein. Il y a des modes de résonance qui se sont développés et ils étaient tellement importants qu'à la fin le pont s'est tout simplement écroulé. Je crois qu'il n'y a pas eu de victime puisque ça a pris une dizaine d'heures avant qu'il s'écroule, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc, démarrons la résolution. Vous avez, alors nous évidemment, on va considérer un système beaucoup plus simple, hein. On prend une masse, un ressort, et vous avez le point A qui est excité d'un mouvement sinusoïdal, qui est ici. Et on regarde ce que ça donne au niveau de la masse. Donc on va faire la méthode habituelle, référentiel, système, bilan des forces. Donc c'est comme d'habitude. Donc le référentiel, on va supposer, enfin on prend le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Le système, ça va être la masse qui est ici. Et le bilan des forces, il y a le poids bien sûr. Donc je vais représenter au fur et à mesure les forces. Donc le poids vers le bas. Vous avez la réaction du support, allez je le mets en jaune, qui est vers le haut. Comme ceci. Vous avez la force de rappel du ressort. Alors je la mets comme vers la gauche, comme ceci. Alors écrivons tout cela. Donc le poids, la réaction du support qui est verticale ascendante. Donc je vois que ça va pas me poser problème, hein, le poids et la réaction du support. Petite remarque quand même, la réaction du support, je l'ai fait comme ça, mais elle est verticale, donc perpendiculaire au support parce qu'il n'y a pas de frottement. Hein, ça c'est quand je fais ceci, hein, la réaction verticale, ça veut dire pas de frottement. Ça c'est quand même important de le préciser. Parce que s'il y avait du frottement, il y aurait une composante suivant l'axe X qui est ici, hein, s'il y avait du frottement. Et là c'est pas le cas. La force de rappel du ressort. Donc j'utilise la formule moins K, la longueur du ressort, moins L0 fois ce que j'appelle U extérieur. La longueur du ressort c'est XM moins XA. Donc on écrit XM moins XA. Dans la suite du sujet, XM je le noterai X. Hein, pour moins L0, la longueur à vide du ressort. Et U extérieur, c'est un vecteur unitaire qui est vers l'extérieur du ressort, du côté où est le système. Donc le système il est sur l'extrémité de droite du ressort, donc il est vers la droite. Donc c'est le vecteur X. Donc cette notation est empruntée aux sciences industrielles. Euh, Habituellement en physique, on note U de X ou E de X, les vecteurs unitaires. Donc là j'emprunte ces notations aux sciences industrielles, donc faites attention, hein. Quand vous voyez ça, ça veut dire vecteur unitaire. J'écris le PFD.
MA égale la somme des forces. Donc P plus R plus F. On projette suivant l'axe où a lieu le déplacement. Ça va suffire pour cet exercice. Projection selon OX. Donc ça donne mx secondes. La projection du poids et de la réaction du support, ben on regarde le schéma. Ben on voit bien que ça fait 0. Hein. Le poids il est perpendiculaire à l'axe des x ainsi que la réaction du support. Donc ça fait 0. Il n'y a que la force de rappel du ressort qui a une contribution non nulle. Donc ça fait moins kx moins xa. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. Xm, je l'ai remplacé par x. Et le projeté du vecteur unitaire x, ça fait 1. Donc voilà, x égale xm. Donc j'ai mon équation différentielle, je vais simplement la réécrire sous une forme qu'on dit canonique. Donc c'est simplement de la réécriture. On a ceci. Et bien sûr, je vais poser que ce terme-là, K sur M, je vais dire que c'est oméga 0 carré. Et bien sûr, je retrouve ce terme-là, l'oméga 0 carré, ici. Ce qui fait que mon équation différentielle, c'est x secondes plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré xa moins L0. On encadre le résultat. Et on peut passer à la question suivante. Donc, alors on cherche une solution particulière. C'est-à-dire que dans cette équation, alors il faudra remplacer xa par son expression. Donc ça, je vais le faire dans un instant. Et on vous donne la solution. Alors pourquoi? Parce que lorsque on excite un système comme ceci, eh ben, c'est pas aussi simple que le Mars ressort tout simple. On arrive quand même à trouver une solution, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'expression de xa, elle est là, et je vais la réinjecter dans l'équation différentielle. Donc ça donne ceci, ça fait x secondes, plus oméga 0 carré x, égale oméga 0 carré. Et lorsque je remplace xa par son expression, il reste a cosinus oméga 0t. Je vais quand même vérifier pour... Oui, c'est ça. Le moins 0, il s'est simplifié. Hein. Je réinjecte ma solution et avant de la réinjecter, il faut que je calcule sa dérivée seconde, la dérivée première, puis seconde. Voilà, donc j'ai un peu rédigé. Ce que vous avez ici, c'est une dérivée de type u fois v. Hein, donc ça donne, je vous rappelle, la dérivée c'est u'v plus uv'. Donc u' ça fait c fois sinus oméga 0t. Donc ici on a u' v plus u fois v', donc on a oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc là on reconnaît u et ici v'. Ensuite je dérive une seconde fois, donc là ça va être facile pour le premier terme. Le deuxième terme, ben, je fais la même chose, hein, du coup ça reste u, et le v' ça devient v, donc ça, je ne note pas, hein, mais le principe c'est exactement le même. Donc je dérive une seconde fois, ça donne oméga 0 c cosinus oméga 0t plus u', donc ça fait c oméga 0 cosinus oméga 0t. Ensuite plus donc u'v plus uv', ça fait plus ct oméga 0 carré. Alors comme le cosinus ça donne moins sinus, je vais changer le signe ici, ça sera plus simple.
le oméga 0 devient oméga 0 carré, enfin devient, il y a oméga 0 qui sort de nouveau, donc on se retrouve avec oméga 0 carré, et on a sinus oméga 0 t. Donc on a x secondes de t qui vaut 2 fois le terme. Voilà, je l'ai recopié pour gagner un petit peu de temps. Bon, on voit que ces deux termes ils sont identiques, c'est pour ça qu'il y a un facteur 2. Et bon, là j'ai ce qu'il faut pour. Donc tout ça, c'était une petite parenthèse, on va dire, avant de réinjecter l'expression qui est là, x seconde, dans l'équation différentielle, et le x, je vais le réinjecter là. Donc ça donne ceci. Voilà, on rédige un petit peu. Donc au niveau des calculs, ça donne, je remplace, donc 2 oméga 0, c'est cosinus oméga 0t, moins ct oméga 0 sinus oméga 0t. Donc tout ça, c'est x secondes, plus oméga 0 carré x, donc x, je vous rappelle, ça vaut ct sinus oméga 0t. Donc là, on reconnaît x, c'est égal à oméga 0 carré à cosinus oméga 0t. Et normalement, il y a des termes qui simplifient. En effet, ce terme-là et ce terme-là, ils sont identiques. Donc ça, tout va bien. Et ça donne, il reste finalement le terme suivant. On a ceci, et là encore, ça simplifie. Au niveau de la simplification, le cosinus étant quasiment toujours non nul, la seule solution c'est que enfin on peut le simplifier, en fait on peut diviser par cosinus oméga 0t. Donc on a finalement la solution, c'est que si je prends c égale oméga 0 carré a sur 2, et ben ça fait l'affaire. La solution proposée convient. Voilà, donc j'ai rédigé une petite conclusion. Ça c'est important qu'il n'y ait pas que des calculs dans une copie. Donc j'encadre le résultat. Et voilà. Et on peut passer à la question suivante. Alors, question 3. C'est une toute petite question. Enfin, au début en tout cas, il faut montrer que x de t, on a cet encadrement là. Bon, c'est complètement évident. Comme sinus oméga 0t est compris entre moins 1 et 1, je vais l'écrire comme ça, moins 1 sinus oméga 0t. Voilà, c'est une des premières choses qu'on apprend sur les fonctions sinusoïdales. Je multiplie par c fois t. Et ben, ce que vous allez retrouver au centre, c'est x de t. Et de part et d'autre, l'inégalité qui est demandée. Donc c'est voilà, vraiment rien d'extraordinaire. C'est pas une vraie question en fait, c'est juste pour vous faire remarquer qu'on a cette propriété. En fait, c'est utile lorsqu'on va faire le tracé de la courbe, de représenter cette courbe-là et cette courbe-là. Et x va alternativement toucher ce qu'on appelle enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. On peut commencer le tracé. Donc ça donne ceci. Voilà, on commence par se donner un repère, deux axes, et on nomme les axes. Ensuite, je vais tracer ce qu'on appelle les enveloppes. Donc l'enveloppe supérieure, je vais la tracer ici. Donc ça, son équation, c'est y, enfin c'est le x de l'enveloppe supérieure. Je vais appeler enveloppe supérieure. Enveloppe sup, c'est c fois t. Je peux également tracer l'enveloppe inférieure.
Donc c'est la même pente mais négative. Donc je vais essayer de le faire proprement, ouais, je pense que c'est pas mal. Et là on a le X de l'enveloppe inférieure. Voilà, on a ceci. Et je sais que ma courbe, elle est forcément entre x de t, elle est forcément entre la courbe jaune et la courbe verte. Hein, c'est ce qu'on vient de montrer. Je crois que c'est tout ce qu'on vous demandait. Voilà, tracer les deux droites sur le graphique. Donc je vais revenir à chaque fois que j'aurai une information supplémentaire, je reviens sur le graphique pour continuer le tracé. Donc je passe à la question 4. Je regarde où la fonction s'annule. Donc la fonction, je vous rappelle, c'est x de t égale c fois t sinus oméga 0t. Donc il y a une solution triviale, c'est t égale à 0. Et puis en fait, vous avez aussi toutes les solutions où le sinus s'annule. Donc on va regarder ça. Donc je vais déjà un petit peu. Donc je regarde sinus oméga 0t égale à 0. Et vous savez qu'un sinus, ça ressemble à ça. Donc je le fais vraiment très très rapidement. Ça c'est quelque chose que vous faites au brouillon ou mentalement, hein, c'est dans la tête, hein, directement. Ça ressemble à ça un sinus. Donc ça s'annule en 0, ça s'annule pour pi, ça s'annule pour 2pi. Ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui va valoir 0, pi, 2pi, etc. Donc voilà, j'efface ce truc-là. Donc ça c'est équivalent à oméga 0t qui vaut 1 entier fois pi. Et l'entier, bon là je vais le prendre dans n, mais en fait je pourrais prendre z, hein, puisqu'on aurait aussi les solutions négatives qui feraient l'affaire, mais bon, moi je résous l'équation pour t positif. Donc je prends n entier naturel. Finalement, bah, j'ai tous mes instants. Et en particulier, j'ai aussi l'instant, je retrouve l'instant t égale à 0. Donc finalement, c'est tous les instants de la forme npi sur oméga 0. Et je vais les placer sur mon graphe, puisque je sais que la fonction s'annule à ces instants-là. On encadre le résultat. Je reviens au graphe et j'ai placé tous ces instants. Voilà, j'ai gradué l'axe des abscisses et je sais que ma fonction x de t va passer par ces points-là, puisqu'elle s'annule en ces instants. Alors je continue l'énoncé. Tracé en tenant compte des questions précédentes, l'allure de la courbe x de t. Donc bah, maintenant on fait le tracé. Alors moi je vais rajouter une petite étude, hein, en plus. Est-ce que j'ai la place de le faire ici? Oui, je vais le faire ici. Donc on peut ajouter l'étude suivante. Enfin, on peut compléter. Voilà, je vais faire une petite étude pour t proche de 0. Donc je rappelle, x de t, c'est c fois t fois sinus oméga 0t. Mais le sinus, lorsque t est vraiment proche de 0, le sinus de quelque chose de petit, hein, c'est, rappel, sinus x c'est environ égal à x, quand x est très petit devant un radian, on va dire. Et bien, dans ce cas-là, le sinus oméga 0t, finalement, au début, hein, on peut l'écrire comme ça. Donc je me permets de le réécrire comme ça directement. Donc ça fait c oméga 0 t carré. Donc ça démarre comme une parabole en fait, x de t, lorsque t est proche de 0. Alors, ça c'est important. Deuxièmement, on a x de t qui vaut plus ou moins ct chaque fois que je suis entre les instants tn. Hein, de plus, on a x de t qui vaut plus ou moins ct. En fait, c'est chaque fois que le sinus atteint sa valeur maximale et minimale. Donc pour t, pour tous les instants de la forme n plus 1 demi pi sur oméga 0. Donc on peut revenir au graphique. Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que je suis au milieu là, le sinus il atteint soit sa valeur maximale, soit sa valeur minimale. Et donc on va atteindre un maximum.
Donc on peut placer, on peut jalonner en fait déjà la courbe, hein. On sait qu'on passe par là, on sait qu'on passe par zéro, ensuite à la moitié on sait qu'on passe par là, et ça va aider pour le tracé. Voilà, on le distingue assez mal, mais j'ai mis des petits points rouges là, et je sais que la courbe elle doit passer par là. J'ai également indiqué le début de la courbe, c'est une parabole, donc on voit que ça monte comme ça, comme une parabole. Donc cette fois-ci, je peux faire le tracé en passant par tous ces points que j'ai indiqués, et ça donne ceci. Voilà, donc j'ai déjà tracé quelques oscillations. Bon, on continue. Voici, et enfin, la dernière alternance que je peux dessiner moi. Voilà, on a un tracé qui ressemble à ça, et vous n'avez pas de mal à imaginer la suite, c'est-à-dire qu'on a des amplitudes comme ça qui croissent en permanence. Et évidemment, la question qui suit est évidente, c'est est-ce qu'en pratique une telle solution est possible? La réponse, moi j'ai pas beaucoup de place pour l'écrire, la réponse c'est évidemment non, hein. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir une oscillation qui est infinie, hein. Donc la réponse à cette question, où est-ce que je pourrais l'écrire? Voilà, donc j'ai complété la réponse à la question 5. Je l'ai mis où j'ai pu en fait. Donc voilà, donc j'essaie de présenter quand même correctement la copie. Voilà. Donc ça, la réponse à la question 5, voilà, ça déborde ici. D'après vous, quelle serait l'allure de x de t si on tient compte des phénomènes dissipatifs? En fait, ce qui va se passer, c'est que l'amplitude des oscillations, elle va finir par atteindre un palier, hein. Et en fait, on atteint ce palier lorsque l'énergie qu'on donne au système à chaque oscillation, c'est exactement l'énergie que dissipe le système pendant une oscillation. Et à ce moment-là, l'amplitude, elle a plus de raison d'augmenter. Ici, l'amplitude d'oscillation augmente parce qu'en fait, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de l'énergie à chaque période. Et donc là, l'amplitude croît vers l'infini parce que le système ne dissipant pas d'énergie, qu'est-ce qu'il fait de l'énergie? Il la garde. Et donc si à chaque oscillation on lui donne un peu plus d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Va la stocker avec une amplitude d'oscillation de plus en plus grande. Donc ça donnerait ceci, hein, si on tient compte des frottements. Voilà, j'ai commencé le tracé. Alors ce que j'ai fait, c'est que le début, en fait, ça change pas grand-chose. Tant que les déplacements du système sont pas très grands, il y a peu de frottements. Donc le début, en fait, ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà tracé. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'amplitude des mouvements devient très importante, là, le frottement devient lui aussi très important. Et c'est là qu'on va commencer à décrocher de ces enveloppes, hein, vous reconnaissez l'enveloppe jaune et verte, pour atteindre un palier au niveau de l'amplitude. Donc si je continue le tracé, ça donne ceci. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. En fait, on tend asymptotiquement vers les lignes bleues, hein. Donc bon, c'est pas évident pour moi à représenter, mais la courbe qui est ici, donc sans démonstration, hein, en fait la courbe qui est ici, que je surligne en noir là, en fait on pourrait montrer que c'est une forme d'exponentielle décroissante. Bon, c'était pas demandé dans l'énoncé, donc je le dis comme ça. On peut passer à la question suivante. Voilà. Alors cette fois-ci, on vous demande de commenter ce graphe-là. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est exactement ce que moi j'ai essayé de tracer, et là, c'est plutôt soit un relevé expérimental, soit une... Ouais, c'est possible que ce soit un relevé expérimental, parce qu'il y a des petits défauts dans la courbe, donc c'est... Enfin, peu importe. Donc ça, c'est l'excitation, donc une fonction sinusoïdale d'amplitude constante. Ça, c'est la réponse du système, et on voit que le système, il atteint un plateau. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsque l'excitation s'arrête, le système qui dissipe un peu d'énergie, il va du coup avoir une amplitude qui décroît. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ce profil-là, ici, si vous regardez bien, on le retrouve
ici. Simplement, au lieu de monter, là ça descend. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le système, en fait, ce que vous avez comme indication, c'est que d'une période à l'autre, là, on arrive quand même à distinguer l'oscillation. Le système dissipe de l'énergie, et ce qu'on voit, c'est que lorsque l'amplitude est grande, le système dissipe beaucoup plus d'énergie, parce qu'il y a une grosse différence entre deux maximums. Par contre, lorsque l'amplitude décroît, la différence entre deux maximums consécutifs de la courbe est beaucoup plus faible. Ça explique qu'au début, en fait, on est quasiment, on peut négliger les frottements. Lorsque l'amplitude est grande, les frottements ne sont plus négligeables et c'est ce qui explique ce plateau en amplitude. Et lorsqu'on coupe l'excitation, c'est-à-dire qu'on n'apporte plus d'énergie au système, et ben, le système il continue à la dissiper. Et au début, il en dissipe beaucoup, donc c'est pour ça que ça décroît rapidement. Et après, il en dissipe moins parce que l'amplitude est plus faible. Et ça donne cette courbe typique. Donc je vais rédiger tout ça, mais en gros j'ai tout dit quoi. Hein. Enfin, tout ce qu'il y avait à dire. D'assez facile quand on voit la courbe. Voilà, j'ai rédigé. Alors on peut. En fait, il y a quand même un truc qui ne va pas dans ce graphe-là. Donc je vais en parler maintenant. Alors si vous voyez pas cette petite incohérence, franchement, c'est pas grave parce que je trouve qu'elle n'est pas évidente à voir. Si je trace les enveloppes comme tout à l'heure, la jaune et la verte, on sait que l'amplitude des oscillations là s'augmente en C fois T. Donc au bout, en gros, si je regarde là, on a combien d'oscillations là? Voilà, je compte 12 oscillations pour atteindre le plateau qui est ici. Il faut 12 oscillations à peu près. 12 oscillations, ça veut dire que c'est 12 périodes, donc ça fait, je vais mettre en rouge, T pour atteindre le plateau. Alors quand je dis plateau, c'est le plateau en amplitude. Hein, donc je l'ai marqué sur le schéma hein, pour que ce soit bien clair. Il faut à peu près 12 périodes, hein, 12 oscillations. Donc ça fait 12 fois 2pi sur oméga 0. Or, si je récupère la valeur ici, ça vaut C fois T. Donc X, comment il s'appelle? Le signal. Donc c'est le signal. À cet instant. Non, je l'ai mal rédigé. Or, l'enveloppe supérieure, le X de l'enveloppe supérieure, ça vaut C fois T. Et C, souvenez-vous, ça vaut oméga 0 A sur 2. Donc là, vous reconnaissez la valeur de C. Vous avez intérêt dans une copie à bien encadrer vos résultats pour deux raisons. Un, parce qu'il faut le faire, donc ça c'est déjà une très très bonne raison. Et puis deux, ça vous permet aussi de retrouver des résultats précédents. Parce que quand vous êtes en épreuve, c'est pas du tout évident de se souvenir de tous les résultats que vous obtenez pendant toute la composition. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une simplification. L'oméga 0 s'en va, le 2 là s'en va, et on arrive à 12 pi à peu près, fois petit a. Donc c'est 12 pi, allez j'arrondis, pi ça vaut 3, là on fait de l'à peu près, donc 12 fois 3 ça fait 36 fois, donc ça fait à peu près, allez, là j'arrondis avec 40. Là c'est vraiment c'est de l'environ. Donc du coup on peut calculer A. Donc d'après le graphique, petit a ça vaut. Donc je vous montre rapidement les graphiques. Ce que j'appelais 40 fois A, ça vaut 0,04.
Hein, donc petit a, ça vaut, sauf erreur, 0,001. Et je ne sais pas si on vous précise des unités. Non, c'est le signal. Voilà. Donc l'amplitude d'excitation, on a sa valeur. Et quand on regarde, ben ça, est-ce qu'on a bien 0,01? Ouais, on est un petit peu plus grand. Hein, donc, or, d'après le premier graphique, celui du haut, donc là, la valeur que j'ai relevée ici, le A égale 0,02, je l'ai déduit de ce graphique-là. Hein, j'ai pris l'amplitude là, et j'arrive à peu près au tiers de 0,01, donc ça fait 0,03. Hein, j'ai mis 0,02, mais c'est plutôt 0,03. Donc, bon, on a l'ordre de grandeur, mais il y a quand même un facteur 3. Bon, ça fait une petite différence. Hein. Donc, le chronogramme A égale. Donc, on a le même ordre de grandeur. Donc, on a le même ordre de grandeur, mais cependant un facteur 3. Voilà. Bon, franchement, je pense pas que le jour du concours, il y a un candidat qui a remarqué ça. Je pense, je pense pas que c'est ce qui était attendu des candidats, parce que c'est un truc qui est pas forcément, qu'on voit pas très bien, forcément. Donc on a le même ordre de grandeur, mais cependant, un facteur 3. N'empêche que si vous mettez ça dans une copie de concours, je pense que l'examinateur, il va tiquer, quoi. Il va se dire, ah là, c'est. Va peut-être mettre une bonne note, quoi, à ce candidat. Voilà. Donc me mettre une bonne note, c'est bien. Euh, Donc il me semble que j'ai répondu à la question hein, avec celle-là. Commenter la courbe, voilà. Donc je l'ai commenté. On passe à la question 8. Donc on va modifier un petit peu donc on repart sur autre chose. Cette fois-ci, on n'excite pas le système à la pulsation de résonance. C'est-à-dire qu'on n'excite pas le système à sa pulsation propre, celle où il va aussi naturellement. On se décale un petit peu. On prend une pulsation, ou même franchement, on se décale de oméga 0. Donc on vous propose une nouvelle solution et un nouveau candidat qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est réinjecter ce candidat dans l'équation différentielle et retrouver un. Alors, on commence les calculs. Donc, on doit calculer dans un premier temps x point x secondes. Donc, ça donne x point. Bon, là, c'est un peu plus facile parce que on dérive des fonctions sinusoïdales. Donc, ça fait moins a oméga sinus oméga t moins b oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Et quand je calcule x secondes, et bien ça fait moins a oméga carré, je retrouve le cosinus, moins b oméga 0 carré, enfin là c'est vraiment classique. Hein. Voilà, finalement je recopie ce terme-là et ici je mets moins oméga 0 carré devant, parce que l'oméga 0 il est sorti deux fois, et le cosinus est devenu moins cosinus, pareil pour le premier terme. Je réinjecte dans l'équation différentielle. Voilà, donc on rédige un petit peu. J'ai rappelé l'équation différentielle, et cette fois-ci, le terme second membre, c'est a cosinus oméga t. Donc ça donne l'équation suivante quand on réinjecte. Donc ça fait moins a oméga 0, a oméga carré cosinus oméga t, moins b oméga 0 carré cosinus oméga 0 t plus phi. Donc là on reconnaît x secondes, plus oméga 0 carré, ben cette fois-ci je recopie x, donc ça fait a cosinus oméga t plus b cosinus oméga 0 t plus phi, je vais y arriver, égale oméga 0 carré a cosinus oméga t.
Et normalement, il y a des termes qui se simplifient. En effet, regardez ce terme-là et ce terme-là. Je ne l'ai pas précisé, mais là, vous avez x. Donc, il y a deux termes qui s'en vont. Et il me reste les termes suivants. Donc, ça fait... je mets tout de suite cosinus oméga t en facteur. Et j'ai moins a oméga carré plus a oméga 0 carré, ça fait oméga 0 carré petit a cosinus oméga t, et on voit que les cosinus, je peux les simplifier, hein, puisque c'est des grandeurs qui sont quasiment tout le temps non nulles, donc il suffit de prendre un instant où elle est non nulle, de diviser par cette grandeur, et on a le résultat. Donc il ne reste plus qu'à isoler grand A, et on a l'expression de l'amplitude. Et on trouve A oméga 0 carré sur oméga 0 carré moins oméga carré. Et on encadre le résultat. Donc là on a... Je vais rédiger un petit peu parce que quand on regarde, il n'y a que des calculs. Enfin quasiment que des calculs. Donc il faut mettre un petit peu de rédaction. Voilà, donc amplitude des oscillations à la pulsation oméga. Et ce qu'on vous demande dans la suite, c'est de tracer cette courbe-là en fonction d'oméga. Donc ça donne ceci. On passe, voilà. Tracer l'allure de l'amplitude. Donc on se donne des axes. Donc ici vous avez l'amplitude. Je vais mettre l'amplitude en ordonnée. Et ici je vais mettre la pulsation oméga, l'amplitude. Ce que je dois tracer, donc je vais peut-être rappeler la formule. Alors, ce que je dois tracer, c'est petit a oméga 0 carré sur oméga 0 carré moins oméga carré. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, cette formule-là. Alors, pour le tracé, ce qu'on remarque, c'est que on a... Alors, oui, non, il faut que je précise un truc là. C'est la valeur absolue que je vais tracer. C'est la valeur absolue. Pourquoi? Parce que c'est une amplitude d'oscillation. Donc, oui, j'aurais dû le préciser. Moi, je vais l'écrire comme ça. L'amplitude d'oscillation, c'est sa valeur absolue. Ah, donc j'ai rajouté cette remarque, hein, l'amplitude d'oscillation doit être positive. Ça veut dire, ça m'arrange, si je gradue l'axe des ordonnées, donc je vais placer oméga 0, et je sais que lorsqu'oméga se rapproche d'oméga 0, ou le dénominateur va tendre vers 0, et donc l'amplitude va tendre vers l'infini. Ça veut dire que j'ai une asymptote infinie à ce niveau-là, enfin verticale, hein, à ce niveau-là. Donc je sais que la courbe, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, la courbe elle va tendre vers cette asymptote infinie. On peut regarder ce que ça vaut lorsque oméga est nul, ça vaut petit a, donc ça me permet de graduer aussi l'axe des ordonnées. Donc si je mets petit a, et ce que je remarque aussi, c'est lorsque oméga tend vers l'infini, l'amplitude elle tend vers 0. Hein. Donc en gros je l'ai ma courbe, elle part de là, elle va rejoindre l'asymptote infinie, elle repart de l'asymptote infinie et elle tend vers 0. Donc finalement ça donne le tracé suivant. Voilà, donc j'ai fait le tracé, et on a cette fameuse résonance, hein, et vous comprenez pourquoi lorsque je suis à oméga égale oméga 0, regardez l'amplitude, ce qu'elle vaut, elle tend vers l'infini, et je vous remonte le graphe, voilà, et en fait, on ne peut pas représenter une amplitude infinie, par contre ce qu'on peut représenter, c'est comment on y arrive. Hein. On voit bien que lorsque à chaque oscillation, l'amplitude augmente, et on voit bien qu'elle va tendre vers l'infini. Donc c'est un cas particulier, hein, lorsque oméga égale oméga 0. Hein, on doit le traiter à part en fait, parce que une amplitude infinie, ça n'existe pas. Et si je rajoute des frottements, ce qui va se passer, donc ça c'était pas demandé, je crois, mais la courbe, elle va ressembler à ça. Donc le début, c'est la même chose, et puis dès que l'amplitude devient importante,
En fait, on a la courbe qui va pas atteindre l'infini et qui passe par un maximum. Et donc ce maximum-là, on pouvait l'observer, ça correspond au plateau en fait. Hein, donc si on néglige le régime transitoire, l'amplitude est mesurée comme ça. On attend qu'il y ait un plateau et ça vous donne l'amplitude. Voilà, je passe à la suite. On va réécrire, on aimerait bien tracer la courbe et on vous demande d'utiliser une formule Trigo pour réécrire l'équation. Et donc, donc ça c'est assez facile. On reprend l'expression de x de t, pardon, qui était... Voilà, on reprend cette expression-là et on va appliquer la formule Trigo. Voilà, ça c'est mon point de départ. J'applique la formule Trigo. Donc, ça donne ceci. Avant d'appliquer, il faut que je fasse une petite transformation. Je vais transformer B en A, évidemment. Alors ça, si vous faites ça, c'est pas bien, mais je me rattrape tout de suite derrière. Ce que j'ai ajouté, je l'enlève. Et quand vous regardez l'expression complète, c'est bien la même chose. Et maintenant, je m'intéresse à ce terme-là et j'applique la formule Trigo qui est là. Donc ça donne ceci. X de t égale... Bon, en fait, je crois que j'arrive directement au résultat. Donc c'est 2a cosinus. La somme divisée par 2, donc c'est oméga plus oméga 0 t plus phi sur 2. Cosinus, la différence. Alors ce que je vais faire, c'est comme dans le cosinus, c'est une fonction paire. Je pourrais mettre b moins a ou a moins b, c'est pareil. Je vais mettre celui-là moins celui-là. Pourquoi? Parce que en fait, parce que là j'ai plus phi. C'est juste pour cette raison-là. Plus b moins a. J'oublie pas ce terme-là. Cosinus oméga 0 t plus phi. Voilà. Donc il me semble que j'ai réécrit sous la bonne forme. Hein, et j'identifie oméga 1 et oméga 2. Alors je me rends compte qu'il y a une petite erreur. Ah oui, phi égale à 0. Si, phi égale à 0. Donc ce terme-là, ça vaut 0. Donc on peut identifier oméga 1 et oméga 2. Voilà, donc j'ai identifié. On vous dit que oméga 2 est plus grand qu'oméga 1. Donc oméga 2 c'est avec la somme et la différence c'est oméga 1. J'ai mis une valeur absolue pour avoir oméga 1 positif. Hein. Je vous rappelle que dans le cosinus c'est une fonction de paire, donc finalement la valeur absolue ça ne change rien. J'aurais pu prendre oméga 1 égale l'opposé de ça. Ça donne le même résultat quand c'est mis dans le cosinus, parce que le cosinus est pair. Donc on encadre le résultat et on peut passer à la suite. Donc la question suivante, elle est là. On va supposer que A et B sont identiques, ce qui fait que, évidemment, le terme qui est là disparaît et j'ai juste le produit qui apparaît. Et avant de faire le tracé, on vous demande une petite application numérique avec deux fréquences, 0,98 Hz et 1 Hz. Alors, un petit rappel, ça fait partie des formules qu'il faut absolument connaître, parce que si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment se compliquer la vie. Hein, il y a une relation simple entre oméga et f. Là, on vous donne la fréquence et on vous pose des questions sur oméga. Donc, il faut connaître ce truc-là. Si vous ne connaissez pas, cette question qui est hyper simple devient en fait hyper compliquée, et vous entrave en fait dans la progression de l'épreuve. Donc finalement, oméga 1, on avait dit que c'était oméga moins oméga 0 sur 2.
Donc ça fait 2pi, donc ça fait le 2 simplifie, f moins f0, et ça donne, donc on va faire l'application numérique, oméga 2, c'est oméga, on s'en fiche de la valeur absolue, oméga plus oméga 0 sur 2, ça fait pi f plus f0. Donc au niveau de l'application numérique, ça donne ceci. Alors, au niveau de l'application numérique, on trouve pour oméga 1, on trouve 0,062 radians par seconde. N'oubliez pas l'unité, hein, c'est important. Et ici, on trouve 6,22 radians par seconde. Voilà, donc on voit qu'il y a une pulsation qui est très très petite. Hein, donc ça aussi très lentement, ce terme-là, en oméga 1. Et par contre, le terme en oméga 2, il est beaucoup plus rapide. En fait, il est 100 fois plus rapide. Donc ça, c'est important qu'il y ait ces deux échelles de temps, parce que ça va nous aider pour le tracé de la courbe qui arrive dans la question 12. Donc j'ai encadré le résultat. Passons à la question 12. On vous demande de tracer la courbe. Alors on vous donne une indication. Donc voilà, ce genre d'indication, moi je vous la donne, mais dans un sujet, ça s'est pas donné, quoi. Ça vous vous débrouillez, quoi. Donc ce que vous devez voir, c'est que le x de t est le produit d'une fonction qui varie lentement fois une fonction qui varie rapidement. Donc ce que je dois tracer, je l'écris, je le rappelle ici, c'est x de t égale 2a fois une fonction qui varie lentement, c'est celle-ci, fois une fonction qui varie rapidement. Donc qui est aussi rapidement, on avait dit, il y a un facteur 100 hein, au niveau des oscillations. Hein, ce terme-là, j'ai 100 oscillations alors que lui, il n'en fait qu'une seule. Hein, donc je vais dire, c'est varie rapidement. Donc finalement, le premier terme, celui que je vais encadrer en vert là, finalement c'est une amplitude pour le second. C'est une amplitude pour le second. En effet, ce terme étant tellement lent, ben, à un instant donné, ce qu'on voit, c'est surtout l'oscillation de ce truc-là avec cette amplitude-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tracer cette courbe, et moins cette courbe, hein, puisque le cosinus oméga 1t, il peut prendre... non, j'ai des bêtises. Ce cosinus varie entre moins 1 et 1. Donc l'amplitude, on va atteindre la valeur supérieure et la valeur inférieure hein, à chaque fois. Enfin, j'ai commencé le tracé du diagramme. J'ai gradué l'axe des ordonnées. Hein, je vois bien que la valeur maximale c'est 2a et la valeur minimale c'est moins 2a. Je vais graduer maintenant l'axe des abscisses. Alors j'ai décidé de prendre la fréquence la plus basse. Hein, et oméga 2, ben, comme il y a une centaine d'oscillations, en fait, j'arriverai pas à représenter la période correspondante. Donc ici, vous avez, je vais placer pi sur oméga 1, 2pi sur oméga 1. Donc c'est la période, ça fait aussi partie des formules qu'il faut connaître. Hein. 2pi sur oméga, c'est la période de ce terme-là. Et je vais tracer 2a cosinus oméga 1t et moins 2a cosinus oméga 1t. Pourquoi moins? Parce que c'est ce cosinus qui varie entre moins 1 et 1. Donc quand on a une amplitude, il faut mettre la valeur supérieure avec un plus et la valeur inférieure avec un moins. Et ça donne le tracé suivant. Donc voilà, j'ai tracé les deux courbes. La première, c'est ici c'est 2a cosinus oméga 1 fois t. Je me rends compte que ça va pas au niveau de la graduation de l'axe des abscisses. Je me suis trompé, je vais corriger. Voilà, donc là où je m'étais... En fait, j'aurais dû la faire aussi 2 fois plus rapidement. Du coup, le pi sur oméga 1, il est là. Le cosinus, il vaut moins 1. Et voilà, j'ai divisé par 2. Et cette fois-ci, c'est bon pour la graduation.
de l'axe des abscisses. Donc maintenant, je vais maintenant tracer la courbe. Alors, avant ça, je vais quand même noter que ça, c'est l'enveloppe. Enfin, c'est une enveloppe de la courbe en jaune, et en vert, c'est l'autre enveloppe. Donc, il faut quand même le préciser. Donc, ça, c'est une enveloppe. Voilà, ça veut dire que x de t est toujours compris entre la courbe verte et la courbe jaune. Donc je peux tracer x de t maintenant. C'est assez simple, en fait x de t il va osciller entre ces deux courbes-là. Ici l'oscillation a une amplitude nulle et puis ça repart. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai commencé à tracer la courbe x de t. Bon, vous voyez que c'est pas évident. Normalement j'ai une centaine d'oscillations. Enfin, ça oscille 100 fois plus vite x de t que l'enveloppe. Donc évidemment, honnêtement, c'est impossible pour moi à représenter. Ce que j'ai pas réussi à faire, c'est avoir une période bien constante. Bon, là aussi, c'était pas évident. Mais normalement, il faudrait, quand on fait le tracé, avoir ça qui est vérifié. Donc, comme j'y suis pas arrivé en le traçant, je vais le préciser, hein, une petite remarque. X s'annule à intervalles réguliers. Voilà, s'annule à intervalles réguliers. Et sous-entendu, je n'y suis pas arrivé sur le graphique. Ça s'annule à intervalles réguliers. Donc les instants, on pourrait même, je vais même vous donner l'expression, c'était pas demandé. C'est lorsque le cosinus s'annule, donc c'est de la forme. Voilà, pour tous ces instants, la fonction x s'annule. A, Tn et n appartient aux entiers naturels. C'était pas demandé, hein, donc, mais bon, je le précise. Dernière question, il me semble. On arrive enfin au bout du sujet. On vous demande de commenter la courbe. Eh ben, ce qu'on voit ici, c'est justement ce qu'on appelle, lorsqu'on a ce phénomène, on appelle ça un phénomène de battement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez deux fréquences qui sont proches, un peu comme on voit ça parfois lorsqu'il y a un embouteillage et que les gens mettent les warnings des voitures. C'est assez rare que les warnings de deux voitures qui sont proches soient exactement synchronisés. Ils sont toujours légèrement désynchronisés, c'est à peu près le même rythme. Et bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais ce que vous observez, c'est que à un moment donné, les warnings, ils sont en phase. Ils clignotent en même temps. Et comme il y a un léger décalage en fréquence, ce que vous remarquez, c'est qu'il y en a un qui commence à prendre un petit peu de retard par rapport à l'autre. Et au bout d'un moment, ils sont carrément en opposition de phase. C'est-à-dire que quand l'un est allumé, l'autre il est éteint. Puis j'attends un petit peu, ils sont de nouveau en phase. Puis j'attends un petit peu, ils sont de nouveau décalés. Hein, c'est exactement ça qui se passe. Lorsque vous additionnez deux fonctions sinusoïdales de fréquence proches, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un instant où les deux en fait sont en phase, et donc du coup ça fait une amplitude importante. Et si j'attends un peu, ils sont en opposition de phase, les deux cosinus, et du coup ça fait 0, quasiment 0. Puis ils sont de nouveau en phase, et etc. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, et à la seule différence, c'est que comme il y a des frottements, il y a un des termes qui disparaît. Donc ce que vous avez lorsque vous excitez le système, il apparaît des oscillations comme tout à l'heure, hein, donc les oscillations qui croisent, qui sont dues à la... c'est comme tout à l'heure. Et ça, c'est modulé par le fait que il y a une fréquence de résonance. Le système, il a une fréquence propre. Et donc, il va osciller aussi à cette fréquence pendant un certain temps. Et pendant qu'il y a coexistence de ces deux fréquences proches, en fait, on a une modulation de l'amplitude. Exactement comme ici. Alors, pourquoi est-ce que l'amplitude ne s'annule pas? La réponse, elle est là. Non, c'était la page d'avant. Lorsqu'on dit que B-A, enfin que B est égal à A, en fait, j'enlève ce terme-là.
Et en fait, il n'y a pas de raison particulière pour que B soit égal à 1. Ce qui fait qu'il y a toujours une oscillation, entre guillemets, résiduelle, qui a toujours une amplitude non nulle. Donc c'est pour ça que le signal ne s'annule jamais. Donc je vais rédiger tout ça. Voilà, j'ai déjà commencé à rédiger le début. Alors j'ai compté le nombre d'oscillations pour une oscillation de l'amplitude. Donc je compte 15 petites oscillations et je peux en déduire que f moins f0 c'est à peu près f0 sur 15. Voilà. Donc c'est un petit décalage en fréquence par rapport à la résonance. Donc je constate également que la modulation d'amplitude décroît, hein, en fonction du temps et disparaît. Et ça, c'est à cause des frottements. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Alors ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais représenter à part ce signal-là comme le terme en cosinus oméga 0t qui va décroître au cours du temps et le terme en cosinus oméga t qui lui va croître au cours du temps à cause de l'excitation et puis qui décroît lorsque l'excitation s'arrête. Donc ça va donner ceci. On prend une nouvelle page. Voilà, donc j'ai représenté l'excitation. Je vais représenter uniquement le terme en cosinus oméga 0t. Alors ce qui va se passer, c'est lorsque l'excitation apparaît, donc c'est un phénomène brutal, donc c'est comme une percussion en fait dans le système. C'est comme si je prenais un marteau, je tape sur une cloche par exemple. C'est quelque chose de brutal, hein, lorsque l'excitation apparaît. Et donc le système, il va toujours, quasiment toujours, pas toujours, mais quasiment toujours, donner une réponse à sa pulsation propre. Et à cause donc du coup, va apparaître brutalement une oscillation à la pulsation oméga 0 t, enfin pulsation oméga 0, donc c'est en cosinus oméga 0 t fois une amplitude. Et à cause des frottements, ce signal en fait va finir quand même par disparaître. Hein, pensez à la cloche, je donne un coup de marteau sur la cloche, et ben le son est fort au début et puis il décroît au cours du temps. Donc c'est exactement la même chose qui se passe et ça donne ceci. Donc, afin de servir de guide pour l'œil, j'ai représenté l'enveloppe des oscillations. Je l'ai fait aussi pour l'excitation. Donc c'est plus facile à tracer et puis deux, ça vous sert de repère pour voir le graphe, enfin l'amplitude d'oscillation. Voilà, j'ai tracé le terme en cosinus. Alors je précise, c'est uniquement ce terme-là. Donc ça, on peut le faire par la pensée. Hein, donc je mets x ici, mais c'est uniquement le terme en cosinus oméga 0t. Maintenant, je vais tracer uniquement le terme en cosinus oméga t. Et là, on a un résultat qui devrait vous surprendre. Je vais le tracer en bleu. Donc je vais tracer l'enveloppe, enfin l'amplitude. Là aussi, ça sert de guide pour l'œil. Ce qui va se passer, c'est que le signal, voilà ce qu'il fait. En fait, il est nul. Et dès que l'excitation apparaît, instantanément, le truc il va se mettre à osciller à la bonne amplitude. L'amplitude A, c'est celle qu'on a calculée tout à l'heure. Donc il y a une question, on avait calculé l'amplitude. Donc instantanément, le système il va osciller à son amplitude. Et ça, normalement, ça doit quand même vous devez trouver ça un petit peu bizarre parce que un système mécanique a toujours un petit peu d'inertie. Donc quand vous imposez une contrainte, enfin vous excitez un système mécanique, il a toujours un petit temps de réponse à cause de son inertie. Et là, en gros, ce que je suis en train de vous dire, non, il n'y en a pas. C'est le système, il réagit au quart de tour. En fait, tout va bien parce que ce que je vous représente en vert et en bleu, en fait, on ne peut pas l'observer. Hein, quand vous avez un x2t qui est ici, c'est ça qu'on peut observer, c'est la somme des deux. Mais vous ne pourrez jamais observer
celui-là séparément de celui-là. C'est impossible. Hein. Ce qu'on peut observer, c'est la somme des deux. Donc du coup, je suis en train de représenter un truc que, en gros, personne ne peut observer. Donc finalement, c'est pas si choquant que ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je vais faire la somme des deux, au début, ce qui va se passer, c'est que la somme, ça va quasiment faire zéro. En fait, les deux signaux, celui qui est en vert et celui qui est en bleu, au tout début, ils sont quasiment en opposition de phase. Quand il y en a un qui est en haut, bah, l'autre il est en bas. Et ça fait quasiment zéro. Et petit à petit, en fait, c'est celui-là qui va l'emporter. Hein. Et c'est celui-là qui va rester à la fin. Donc je finis le tracé. Je regarde juste un truc. Ouais. Voilà, donc j'arrive au bout de l'excitation. Et là, il se passe un truc qui doit aussi, que vous allez trouver bizarre. C'est que le signal, ici, il redevient nul. Instantanément. Donc, vous devez trouver ça aussi bizarre qu'au début. Et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Lorsque le signal s'arrête, ça correspond de nouveau à une percussion. C'est quelque chose de très brutal. Hein, vous imaginez, je mets le signal, donc c'est l'équivalent d'une percussion, c'est-à-dire que quasiment d'un instant à l'autre, je change brutalement quelque chose, mais finalement quand j'arrête brutalement l'excitation, ben, c'est pareil. Donc ce qui fait que à ce moment-là également, je vais réexciter le mode propre du système à sa pulsation méga 0. Donc en fait la courbe ici, il faut que je la refasse à partir de cet instant-là. Voilà, donc on a de nouveau quelque chose comme ça. Bon, je mets à peu près la même amplitude, mais en fait, oui, certainement que ça doit être, faudrait faire le calcul en fait, pour vraiment graduer correctement l'axe. Mais sans me tromper, je pense qu'on a à peu près la même amplitude. Donc je vais retracer la courbe en vert, et ce que j'ai représenté en bleu, c'est l'enveloppe qui sert de guide pour l'œil. Voilà, donc j'ai rédigé un petit peu, j'ai complété la courbe. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est il faut que je somme les deux. Et en fait, quand je somme les deux, ben, je vais retrouver la courbe. Je vais retrouver cette courbe-là. Hein, on va bien retrouver donc la partie qui est là, en décroissance, lorsque l'excitation s'arrête, ça va correspondre en gros à la courbe verte. Lorsque je vais sommer avant la courbe verte et la courbe bleue, au début, ce qui va se passer, c'est que les deux, ça va donner un signal quasiment nul. Et comme la courbe verte disparaît et est légèrement décalée en fréquence, il va se passer deux choses. Le fait que ce soit légèrement décalé en fréquence, hein, que F0 différent de F ici, on va observer une modulation d'amplitude, et en plus cette modulation elle va être de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que le signal en fait décroît au cours du temps. Et normalement, là j'explique l'ensemble de la courbe. Voilà, donc j'ai rédigé, j'ai complété la courbe. Tout ce qui est en trait bleu, c'est des guides pour l'œil. Hein. Et puis bon, ça m'a aidé aussi à faire le tracé, qui n'était pas évident parce qu'il y a beaucoup d'oscillations. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est sommer le signal vert plus le signal bleu, et ça donne ceci. Le fait qu'on ait une modulation d'amplitude, c'est que de temps en temps, ça se voit pas parce qu'il y a trop d'oscillations, mais ça fait 0 au début parce que le signal vert et bleu sont en opposition de phase. Donc je l'ai marqué en jaune ici. Un petit peu plus loin dans le temps, comme il y a un léger décalage en fréquence, et ben les signaux qui étaient en opposition de phase, ils sont en phase. Ce qui fait qu'on a une amplitude qui est plus grande. C'est comme si on avait des interférences constructives. Et puis un instant plus tard, les deux signaux sont de nouveau en opposition de phase. C'est pour ça que ça fait un creux. Puis de nouveau une bosse, et ce phénomène disparaît petit à petit au fur et à mesure que disparaît le signal que j'ai dessiné en vert à la pulsation propre du système. Voilà, donc là j'ai vraiment répondu à la question dans les moindres détails, hein. J'ai expliqué toute la courbe. Si, honnêtement, je ne pense pas que le jour du concours, un candidat ait eu le temps déjà de penser à ça, et puis de le mettre en œuvre. Là, pour faire ce schéma-là, j'ai pris au moins une demi-heure sur une épreuve qui dure 4 heures.
Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie pour si l'objectif c'est d'avoir une bonne note, enfin la note la plus élevée possible. Mais en tout cas, si vous mettez dans l'hypothèse, vous mettez ça dans une copie, je pense que ce serait vraiment, vraiment bien vu, quoi. Ça, bon. Bref, je me complimente un petit peu en disant ça, mais c'est parce que j'explique l'ensemble de la courbe. Voilà pour cette partie.